Bonjour, Élise Roqueton, infirmière à l'équipe mobile de médicalisation. Et Isabelle Rouault, aide-soignante, une des deux aides-soignantes de l'équipe. Ma collègue Marie-Noël est aussi assistante en soins en gérontologie. L'équipe mobile, donc, c'est avant tout une équipe pluridisciplinaire composée d'un médecin également, Une orthophoniste, d'une ergothérapeute. puis notre responsable, Cécile Favreau. C'est une équipe qui est attachée à l'ADAPI de Loire-Atlantique et l'ADAPI, c'est une association loi 1901. Elle est née de parents et d'amis qui militent pour l'accompagnement adapté des personnes en situation de handicap, une déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, polyhandicap, handicap psychique et soutien de leur famille. Elle est présente depuis 1955 dans le département. Elle accompagne plus de 3300 personnes et emploie près de 1800 professionnels à travers 75 établissements, services et dispositifs. Alors, le contexte, en septembre 2016, donc la mise en place de l'équipe mobile de médicalisation de la DAPEI dans le Loire-Atlantique, c'est une expérimentation de 3 ans. La réflexion de 2015, c'est qu'on a constaté un nombre croissant de personnes de plus de 45 ans au sein des foyers de vie. Beaucoup d'orientation femmes en foyer de vie aussi, une augmentation des besoins en soins, il y avait beaucoup d'hospitalisation, des difficultés des professionnels à accompagner ces personnes. Alors en 2016, une réponse conjointe ADAPEI 44, APUI Ouest 44, APF France Handicap, Mutualité Retraite, ils répondent à un appel à projet de l'Agence régionale de la santé. En même temps, 3 autres équipes mobiles ont été créées, une sur Saint-Nazaire, 2 en Vendée, et le dispositif est devenu pérenne en 2020, en juillet. Alors, les critères d'admission au moment de la création, être accompagné au sein d'un foyer de vie, avoir une notification MDPH portant une orientation foyer d'accueil médicalisé, et être âgé de plus de 45 ans au moment de l'admission. En juin 2019, il y a l'autorisation d'intervention à titre dérogatoire auprès des personnes de moins de 45 ans du coup et n'ayant pas forcément une orientation femme. En septembre 2020, on ouvre un petit peu les critères d'admission au domicile des personnes accompagnées par un SAVS en attente d'une place en SAMSA ou en femme. Les personnes en situation de handicap de moins de 60 ans en maison de retraite non médicalisée pour lesquelles les SIAD ne sont pas suffisants pour l'accompagnement. Et aussi, on peut intervenir en dehors de l'agglo nantaise. Notre périmètre d'intervention, donc, a rappelé que l'équipe mobile de médicalisation, elle intervient à l'ADAPI, mais hors ADAPI également. En 2022, c'est 41 lieux d'intervention, donc 134 personnes accompagnées, 6 à domicile, dont 3 en habitat inclusif, 17 établissements de type foyer de vie, 11 établissements de type foyer d'accueil et hébergement, 5 ESAT et 2 SA ESAT qui sont des annexes des ESAT. Au niveau des foyers de vie, on compte 11 établissements de l'ADAPI, un établissement de APF France Handicap, 3 de la DMR, un Arche le CNV et un des œuvres de Paris. Donc on intervient sur les 2 tiers du département, ce qui correspond à, au petit point jaune que l'on voit sur la carte. Les missions de l'équipe mobile, elles sont multiples. D'abord, répondre aux besoins liés à la santé et au vieillissement des personnes handicapées vieillissantes, soutenir le parcours de soins et l'accès aux soins des personnes, favoriser l'implication de la personne dans les décisions qui la concernent, lui donner accès aux informations, accompagner le parcours de vie et favoriser le maintien dans le lieu de vie, acculturer les équipes éducatives aux soins, et soutenir et travailler en collaboration avec les équipes, les familles ou les proches et les proches. On a une méthode d'intervention précise. Donc d'abord, on est sollicité régulièrement, enfin plutôt par les professionnels, donc soit par téléphone, soit par mail. Et il est nécessaire qu'il y ait un accord de la famille comme de la personne concernée pour notre intervention. On intervient pour faire une fiche ressource, en binôme toujours avec une aide-soignante et une infirmière. On rencontre l'équipe, si possible la personne concernée,
on recueille toutes les données sur cette situation. Il y aura un contact avec la famille et une information par courrier au tuteur et au médecin traitant. Euh, En réunion de synthèse avec l'équipe EMM, on présente la situation, comment la personne peut être mobilisée dans tout ce qu'elle, dans son accompagnement, quelles sont ses ressources et celles de son environnement aussi. On a une réflexion sur les évaluations nécessaires, des pistes d'intervention, des contacts à prendre. À l'issue de cette réunion, on fait un retour vers l'équipe. On propose aux professionnels, aux personnes accompagnées et leurs proches, donc des évaluations sur site, des outils d'observation ou des sensibilisations. Et l'idée, c'est vraiment de s'accorder avec l'équipe qui nous sollicite sur ce qui est possible, lorsque c'est une équipe qui nous sollicite. Donc la situation, on a choisi de vous présenter cette situation, celle qui nous pousse à aller plus loin et à penser plus loin. Donc on était d'abord accueillir la demande, on était sollicité par une équipe de professionnels dans un contexte médical assez important d'une personne qui bénéficiait d'une transplantation et qui présentait un trouble du neurodéveloppement avec des troubles du comportement et une forte angoisse. Donc, il y avait des inquiétudes relatives à l'aide à la prise des médicaments, la peur de mettre en échec la transplantation, des inquiétudes concernant le vécu de cette personne et les comportements qu'elle engageait, et comme des inquiétudes relatives au vécu des proches. Et là, lors de l'accueil de la demande, on essaie de comprendre ce qui vient motiver l'équipe, pourquoi elle fait cette demande et quelles sont leurs attentes à notre égard. Donc, on a réalisé une fiche ressources afin d'identifier les ressources, les connaissances et les représentations des professionnels, parce que la personne n'était pas présente le jour de la fiche ressources. Et on comprend, l'idée c'est de comprendre ce que vit potentiellement la personne à travers les propos des professionnels. Ici, on réalisait les inquiétudes de l'équipe, le nombre de médicaments et les conditions de prise, l'arrêt des activités qu'elle affectionnait pour respecter les délais de prise entre les médicaments anti-rejet, comme l'articulation avec le centre de transplantation de référence, qui pouvait être parfois un peu difficile. Et l'idée, c'était de comprendre quelle était la place des autres partenaires comme des spécialistes. Déjà, lors de cette fiche ressources, on avait des débuts de pistes et de compréhension et on avait commencé à partager nos hypothèses. Cette personne, par exemple, elle pouvait se sentir davantage malade avec sa transplantation parce qu'elle prenait plus de médicaments qu'avant et elle pouvait faire moins de choses. À l'issue de cette fiche ressources, il y a eu un échange téléphonique avec les proches pour comprendre leur inquiétude, leur représentation, recueillir le contexte de la transplantation, mais leur histoire aussi, ce qui explique le stress entourant la situation et évaluer leur compréhension et les connaissances qu'elles ont. Suite à ça, on fait une réunion de synthèse en équipe, hein, comme on l'a expliqué avant. On a présenté la situation, on analyse la situation, on teste des hypothèses, on partage le réseau existant. On affine les connaissances à avoir sur la situation et on définit des plans d'intervention. On a pu proposer aussi que moi, entre autres, je puisse faire une évaluation de la situation en rencontrant la personne pour optimiser. Et puis, comment dire, on questionne pour optimiser le réseau existant, les médecins traitants, le spécialiste, le centre de transplantation. On prend des contacts, on s'assure qu'il pourra accéder à l'éducation thérapeutique, un parcours précis dans ce type de, de maladie chronique, où il faudra lui permettre d'y accéder. Ensuite, on s'accorde sur le plan possible. Donc là, on y réfléchit au sein de notre équipe, mais l'idée, c'est de venir restituer auprès de l'équipe qui nous sollicite les pistes que l'on souhaite travailler ou celles que l'on trouve opportunes. Et donc là, on va s'accorder sur le plan possible avec l'équipe du foyer de vie, qui va réaliser les contacts, comment, quels sont les contacts à privilégier et dans quel ordre. Voilà. L'organisation du qui fait quoi. On propose aussi de rencontrer la personne. Ça, c'est un moment, rencontrer la personne, c'est fondamental. Euh, donc, elle a pu, moi, c'était donc, je devais l'accompagner à un soin d'hygiène. Cette personne-là, elle a pu refuser, mais elle a absolument pas refusé qu'on passe du temps ensemble. Et j'ai pu observer la façon dont elle prenait ses médicaments.
Elle a expliqué ce qu'elle ressentait, ce qui n'allait pas, qu'elle se sentait plus malade qu'avant à cause de la prise de médicaments et puis ses activités qui ont cessé, toutes celles qu'elle appréciait. J'ai pu la voir inquiète. Elle pouvait se renfermer pour protéger son organe, par exemple. Elle a pu l'exprimer comme ça. Elle n'avait pas compris toutes les informations qui lui avaient été données. Elle avait de belles capacités à transmettre ce qu'elle avait compris. C'était voilà, c'était un chouette moment. Ensuite, donc l'idée, c'est concernant les partenaires à contacter, donc c'était de définir avec l'équipe du foyer de vie, dont l'équipe de direction, parce que clairement, c'est une collaboration importante avec l'équipe de direction également pour s'assurer de la temporalité et de la pertinence de tel ou tel contexte. On n'est pas au quotidien auprès des équipes ni des situations, donc c'est important qu'on puisse savoir à quel moment c'est opportun. Donc, on a travaillé le lien entre le domicile et le centre de transplantation. Il y a eu un contact avec l'infirmière d'éducation thérapeutique, donc, afin de discuter et de comprendre les démarches et l'approche qui avaient été réalisées, la perception de leurs connaissances sur le handicap et les représentations de l'équipe du centre de transplantation sur la personne. Transmettre l'idée, c'était aussi de transmettre les observations que Isabelle avait eues sur la situation et les propos que rapportait la personne, comme le vécu de l'équipe du foyer. La personne, elle était toujours présente lors des consultations et des explications, mais les professionnels du centre de transplantation ne s'adressaient pas directement à elle, mais présentaient aux proches les traitements. Donc l'idée, c'était de réfléchir à une collaboration avec l'équipe soignante du foyer de vie et nous, afin de permettre à la personne d'accéder à l'éducation thérapeutique et d'améliorer sa qualité de vie. Donc, il y a eu une présentation de la stratégie aux proches à domicile pour faire alliance. Et puis, l'idée, c'est d'avancer en toute transparence afin d'apaiser et de rassurer ces derniers, donner du sens à notre sollicitation et les soutenir. Donc, le travail d'accès à l'éducation thérapeutique avec l'infirmière du centre de transplantation, c'est organisé en différentes actions à mener. Donc, d'abord, de proposer une action de sensibilisation en visio à l'équipe du foyer sur la transplantation par l'infirmière du centre de transplantation. Donc, c'était une sensibilisation qui était ajustée aux besoins repérés chez l'équipe, la personne et les proches. Il y avait une organisation et la logistique qui a été menée avec l'équipe de direction. Et en fait, cette sensibilisation, elle a permis de renforcer les connaissances des professionnels du foyer, de répondre aux interrogations et de favoriser une émulation et le partage d'expertise, notamment sur l'approche éducative de la personne. On a proposé un accompagnement individualisé en éducation à la personne avec des outils construits pour être adaptés aux capacités de la personne par l'infirmière en ETP, ce qui a permis à cette personne de comprendre où était le site de transplantation. D'évaluer le traitement et son impact sur les actes de la vie quotidienne, comme sa qualité de vie. Et il y a eu un réajustement de la répartition des médicaments, ce qui lui a permis à cette personne de reprendre des activités. Il y a eu un soutien psychologique à la personne aussi. Et aux proches, ça a permis de renforcer leurs connaissances concernant les médicaments et avoir une approche consensuelle entre les proches, le foyer et le centre de référence. Le résultat est un apaisement de la situation pour tous. On a renforcé l'interconnaissance entre les partenaires, soutenir et valoriser les initiatives de la part des autres et déstigmatiser la maladie chronique comme le handicap. L'idée ensuite, c'est de travailler le relais et se retirer de la situation, respecter le temps nécessaire à chacun qu'il faut pour cela et renforcer les places de chacun, laisser faire et soutenir si besoin. Donc, en conclusion, on repère les mêmes besoins en foyer de vie qui existent aussi dans les ESAT, les foyers d'hébergement et également au domicile. Il y a une difficulté d'accès aux soins et les besoins d'un suivi médical ne sont pas liés à l'âge. Il y a un suivi régulier tout au long de la vie, moins de comorbidité, moins de refus ou d'abandon des soins, et ça ne dépend pas non plus de l'orientation FAM ou MAS. Et ce que l'on observe, c'est que plus on intervient tôt dans le parcours de la personne, plus les situations sont simples et faciles à accompagner. Nécessité et intérêt de proposer des programmes d'éducation thérapeutique aux personnes en situation de handicap nécessite une adaptation de l'existant entre les partenariats médico-sociaux et le sanitaire.
Et enfin, donc comprendre, valoriser, collaborer, partager les savoirs, les expertises et les expériences et monter en compétences collectivement parce qu'on s'enrichit des rencontres que l'on fait avec les équipes de foyer comme avec les personnes que l'on accompagne et les proches. Faire avec, apprendre à ne pas substituer à personne et tendre vers l'accompagnement le plus ajusté possible. Voilà. Merci. Merci.